Bonjour et bienvenue sur Décodeur. Dans cette vidéo, nous allons présenter Git, l'outil de versionning collaboratif le plus populaire du marché, et nous allons également apprendre à nous en servir. Nous commencerons cette vidéo par une légère introduction sur ce qu'est Git, pourquoi l'utiliser, mais également comment l'installer. Nous aborderons ensuite les notions et les commandes de base, telles que le fait de gitter un répertoire ou encore de committer un fichier. Nous attaquerons ensuite la partie personnalisation, ou plutôt customisation, qui permet de faciliter énormément et de personnaliser l'utilisation qu'on peut faire de Git. Nous parlerons ensuite du remote. Donc avec Git, on peut travailler en local, mais également avec un repo distant. C'est ce que nous verrons dans cette partie-là. Et nous finirons par quelques commandes avancées qui sont proposées par Git. Alors, il ne s'agit pas de vous présenter toutes les commandes de Git, mais surtout les principales et également celles que moi je peux utiliser dans ma vie de tous les jours. Bien, commençons par le commencement, à savoir par l'introduction. Donc, nous allons voir qu'est-ce que Git, pourquoi utiliser Git, et comment installer Git. Donc, qu'est-ce que Git? Eh bien, si vous regardez cette vidéo, vous le savez probablement déjà, Git est avant tout un outil de version collaboratif, un outil de gestion de version collaboratif. Donc, un ou plusieurs développeurs partagent un même code. Voilà, jusqu'ici, rien de particulier, exactement pareil que pour SVN, CVS ou tout autre outil de ce genre. Git a été créé par un certain Linus Torvalds. Et même si vous êtes un novice pour ce qui est de Git, vous avez sans doute déjà entendu ce nom ou vu cette photo. Car en effet, Linus Torvalds, ce n'est pas n'importe qui, c'est le créateur du noyau Linux. Donc, on ne va pas aborder ce point-là ici, mais ce n'est pas un inconnu. Voilà. Alors, Git a été créé par Linus Torvalds donc en 2005. Et pour vous donner un ordre d'idée, 2005, c'est l'année où la France a dit non au référendum sur la Constitution européenne. C'est aussi l'année où les banques ont arrêté d'accepter les derniers francs, car oui, avant d'être de payer en euros, on payait en francs. Donc tout ça pour vous dire que Git ne date pas du tout d'hier, il est là depuis plus de 15 ans, ce n'est pas du tout une mode, c'est utilisé partout dans le monde depuis très longtemps et ce sera encore utilisé pendant très longtemps. Donc investir du temps pour monter en compétence sur Git ne peut être que bénéfique pour vous. Très bien. Jetons un petit coup d'œil maintenant sur l'architecture de Git. Et c'est un des points les plus importants, c'est que Git repose sur une architecture décentralisée. Au contraire de SVN, qui est son principal concurrent, si on peut dire, qui lui repose sur une architecture centralisée. C'est-à-dire que si on utilise SVN, alors certes, chaque développeur aura le code sur son poste, mais l'historisation du code, lui, sera centralisée dans un serveur dédié. On va appeler un serveur SVN. Git ne fonctionne pas du tout comme ça. Certes, il y a un repo central, mais il y a également l'historisation qui est présente sur le poste de tous les développeurs qui contribuent à ce repo. Autrement dit, l'historisation complète d'un repo, et quand je dis l'historisation, je parle de la liste des commits, des collaborateurs, des différents tags, des différentes releases, si c'est un petit peu la même chose, etc., etc. Tout cela est présent dans le repo central ainsi que sur les postes de tous les développeurs qui ont contribué au repo. Il est donc théoriquement impossible, ou alors quasi impossible, de perdre l'historisation d'un repository.
Essayons maintenant de répondre à la question pourquoi utiliser Git? Tout d'abord, Git est le leader incontestable du marché. Alors, je n'ai pas réussi à trouver de chiffres précis. Néanmoins, on peut voir, si on se fie au Google Trends, que SVN était le leader du marché jusqu'en 2009, donc soit à peu près 4 ans après la création de Git. Et depuis 2009, Git a dépassé SVN et on peut voir que depuis, la courbe de SVN n'a de cesse de diminuer quand celle de Git n'a de cesse d'augmenter. Alors, mon but ici n'est évidemment pas de vous forcer, à faire les moutons et de faire comme les autres. Néanmoins, si cette technologie est utilisée partout, eh bien, c'est celle qui vous, ouvrira le plus de portes ou en tout cas qui vous enfermera le moins. Ça, c'est évident. Si on se fie aux chiffres fournis par GitHub, la principale plateforme des utilisateurs de Git, on arrive à 73 millions d'utilisateurs fin 2021. Donc, c'est plus d'utilisateurs de Git qu'il n'y a d'habitants dans la France tout entière. On arrive à plus de 200 millions de repos, ce qui inclut à peu près 28 millions de repos publics. Donc voilà, pour moi, ces chiffres sont vraiment édifiants et ils parlent d'eux-mêmes. Si vous n'êtes pas encore convaincu, voici un petit tableau récapitulatif des différences entre Git et SVN. Tout d'abord, comme on l'a déjà évoqué, l'architecture n'est pas la même. Celle de Git est décentralisée alors que celle de SVN est totalement centralisée. Ce qui implique un journal des modifications, ou pour traduire en termes un peu plus simples, une historisation qui est distribuée du côté Git, à savoir qui est présente dans le repo central, mais également sur les postes de travail de tous les contributeurs, alors que l'historisation pour SVN est uniquement sur le serveur centralisé. Il est tout à fait possible d'utiliser Git sans être connecté au réseau. Voilà. Si par exemple j'ai fait un développement que j'estime être une étape ou un jalon, je peux parfaitement le commiter en local sans avoir besoin de le pusher, de le pousser en quelque sorte. Ce qui n'est pas possible sur SVN. Lorsqu'on veut jalonner son travail, nous n'avons d'autre choix que de commiter et donc de synchroniser avec le serveur central. Nous verrons que ça apporte bien des avantages à Git. Ensuite, et c'est ce point-là qui va ouvrir euh, une infinité de possibilités, le stockage sous Git est fait sous forme de métadonnées. Nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais la différence avec SVN, c'est que SVN stocke le contenu complet des fichiers. Ce qui a pour conséquence que l'utilisation de Git est beaucoup plus rapide et beaucoup plus légère lorsqu'on veut créer des branches, des tags ou autres. Pour créer une release sur SVN, nous sommes obligés de dupliquer l'intégralité de tous les fichiers du code, alors que cela se fait de manière immédiate avec Git, puisque tout est sous forme de métadonnées. Donc voilà, même si à la base, on aurait pu croire que le stockage sur Git était plus lourd que sur SVN, car le code, plutôt l'historisation du code, est dupliqué sur tous les postes des développeurs, en réalité, le fait que Git ne stocke que des métadonnées le rend beaucoup plus léger que SVN en termes de stockage. Imaginons qu'on ait 3 tags qui se suivent, sous Git et sous SVN. Sous Git, certes, d'une manière détournée, l'intégralité du code est quand même stockée, même si c'est sous forme de métadonnées, mais entre le premier, le deuxième et le troisième tag, il n'y aura que les différences sous forme de métadonnées entre ces 3 tags qui seront stockés. Je dis stockés, qui seront stockés de manière physique. Sous SVN,
Si j'ai 3 tags successifs, je dois avoir l'intégralité de tout le code pour le premier tag, l'intégralité de tout le code plus ce qu'il y a eu entre le premier et le deuxième tag pour le deuxième tag, et la même chose pour le troisième tag. Plus un projet a de tags, de versions, plus il va être lourd, puisque à chaque fois, on est obligé de dupliquer l'intégralité du code sous SVN. Très vite, Git devient beaucoup plus facile à stocker que SVN. En conclusion, ce qu'il faut retenir dans la comparaison entre Git et SVN, c'est la différence d'architecture entre les deux outils, la possibilité de travailler hors ligne avec Git, qui n'est pas possible avec SVN, l'historisation qui est distribuée sous Git alors qu'elle est centralisée et donc possiblement en danger sous SVN, mais également la plus grande souplesse et la plus grande facilité de stockage que peut avoir Git par rapport à SVN. À titre personnel, je ne vois pas réellement d'avantage à utiliser SVN par rapport à Git. Je pense que quelle que soit la raison, Git est meilleur que SVN. Bien, maintenant que nous savons ce qu'est Git, nous allons voir comment faire pour l'installer. Et vous allez voir que là aussi c'est très simple. Si vous êtes sous Linux, en général, Git est natif. C'est-à-dire qu'il est déjà préinstallé sous votre système. Et quand je dis Linux, j'inclus aussi bien évidemment macOS. D'ailleurs, je suis sous macOS et j'ai Git de préinstaller dessus. Si vous êtes sous Windows, en revanche, Git n'étant pas natif, vous allez devoir le télécharger via une distribution de votre choix, la plus connue se trouvant à cette adresse, donc gitforwindows.org. Autrement plus connu sous le nom de Git Bash, mais maintenant on parle plus souvent de Git for Windows. Pour savoir si vous avez bien Git d'installer sur votre système Linux, moi en l'occurrence je suis sous Mac, la chose la plus simple à faire est encore d'ouvrir un terminal et de taper une commande Git. Donc par exemple git version. Je tape git version et voilà. On voit que Git est bien installé sous ce système, donc on a la version 2.30.1 distribution de Apple. Voilà, puisque encore une fois je suis sous Mac. Si jamais la commande ne renvoie rien, cela voulant dire que Git n'est pas installé, pas de panique. Tous les gestionnaires de paquets ont Git, donc vous n'aurez qu'à taper une commande comme yum install git ou encore apt-get install git si votre gestionnaire de paquets est apt-get. Donc voilà, aucune difficulté là-dessous, aucune surprise. Git n'est pas du tout un outil exotique, il est présent sur tous les repos ou presque. Pour ce qui est de Windows maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, Git n'est pas installé par défaut sous Windows, il faut donc le télécharger. Pour cela, c'est assez facile. Vous ouvrez n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Git for Windows, voilà, parfait. Et du coup, vous allez sur le premier lien, gitforwindows.org. Et puis après, c'est assez simple, vous cliquez sur Download, vous êtes renvoyé justement sur un lien GitHub où vous avez un certain nombre de packaging différents. Donc le plus simple, je pense, c'est de prendre le point .exe. Donc là, ce sera à vous de voir. Et puis voilà, vous aurez Git d'installer sous votre Windows. En général, ça se présentera sous la forme d'un nouvel outil qui peut s'appeler Git Bash, enfin voilà, qui aura ce logo là. Donc voilà, c'est assez simple et voilà, pour le reste, tout est pareil que sous Linux ou presque. Il y a quelques petits trucs qui diffèrent à la marge, mais c'est à 99,9% la même chose.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a vu un peu ce qu'était Git, pourquoi est-ce que c'était important de connaître Git et de s'en servir. Et maintenant qu'on l'a installé ou pas, hein, que l'on soit sous Linux ou Windows, nous allons enfin pouvoir apprendre les bases de cet outil. Voilà, je vais désormais vous montrer par la pratique quelles sont, selon moi, les bases de Git, les commandes qui vont vous permettre d'utiliser les fonctionnalités les plus simples de Git. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau repo, d'accord, qui sera notre repo test. Donc ça c'est très facile, ça n'a rien à voir avec Git. Donc mkdir whip, donc whip pour work in progress. Voilà, je vais me positionner dans ce repo. Voilà. Et maintenant, je veux que ce repo devienne un repository Git, d'accord? Qu'il soit gitté. Donc, pour ce faire, c'est très facile. Je fais la commande git init. Et voilà. Mon repo est un repo Git et l'historisation peut commencer. Donc, je vais créer un fichier, hein, un fichier basique, file 01. Voilà. Donc si je fais git status, donc deuxième commande, cette status permet d'afficher l'état d'un repository. Donc quels sont les fichiers en cours de modification. Donc là on voit que file 01 apparaît. Donc maintenant je vais vouloir du coup sauvegarder en quelque sorte mes modifications. Donc je vais vouloir gitter file 01. Je vais voir le comité, d'accord? Alors, je ne peux pas le committer directement. Il faut je l'ajoute, que je l'ajoute à la liste des modifications que je veux committer. Donc, pour ce faire, j'utilise la commande add et je spécifie le nom du fichier. Git add file 01. Voilà. Donc, si je refais un git status, je m'aperçois que cette fois-ci, le fichier apparaît en vert et on a comme indication que c'est un nouveau fichier. D'accord? Donc c'est très bien. Je vais du coup pouvoir committer ce fichier. Donc git commit. Donc là, ça marche à peu près pareil que pour SVN. Donc, git commit -m pour donner un commentaire au commit. Donc je vais faire premier commit. Voilà. Et voilà, donc ça me dit one file change, blablabla. Si je refais git status, normalement je n'aurai plus rien dans ma liste. Voilà. Et une dernière commande pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, c'est la commande git log. Donc c'est en gros c'est l'équivalent de history sous SVN. Enfin, je suis plus trop sûr de la commande, mais je crois que c'est ça. Donc git log. Et voilà, j'ai la liste de mes commits, donc la liste de mon premier commit avec un certain nombre d'informations. Le SHA-1, bon ça on y reviendra plus tard, c'est la branche, l'auteur, donc moi, décodeur, mon adresse mail, la date sous ce format-là, donc un format qui n'est pas forcément le format le plus lisible, mais c'est pareil, on y reviendra plus tard. Et du coup le commentaire de commit, donc premier commit. Donc voilà. Donc là, avec ces quelques commandes et ces quelques façons de faire, vous avez déjà les bases. Donc c'est déjà un bon début. Vous avez quelques petites variantes, par exemple, si je fais 2 fichiers, enfin si je veux committer 2 fichiers en même temps, voilà, touchfile 2 et je vais faire echo toto dans file 01, je crois que je l'ai fait comme ça, voilà. Donc là, si je fais git status, je m'aperçois que j'ai 2 fichiers qui sont en cours de modification. Donc, j'ai pas envie de faire comme ça, git add file 01 et file 2. Donc là, je pourrais le faire parce qu'il y en a très peu. Je veux ajouter tous mes fichiers en même temps. Je peux utiliser la commande git add -a. Voilà. Donc git status, les deux seront apparus en vert. Là, on verra qu'il y en a un qui a été modifié et l'autre qui a un nouveau fichier. Donc pareil, comme avant, j'utilise de nouveau la commande git-m. Cette fois-ci, je vais mettre deuxième commit et voilà. Donc si je refais git status, je n'ai plus rien. Et si je fais git log, je vais bien apercevoir que j'ai déjà 2 commits avec toutes les informations qu'on a eues auparavant. Donc voilà, voilà, ça c'était pour les bases et
avec ces bases-là, vous pouvez déjà utiliser Git pour historiser votre repository en local. Bien sûr, on va aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Bien. Dans cette partie, nous allons évoquer certaines propriétés de Git qui le rendent vraiment très particulière et très agréable à utiliser par rapport à d'autres systèmes concurrents comme SVN ou autres. Et dans cette partie, nous allons donc aborder toutes les options qui nous sont données par Git pour customiser et personnaliser l'outil. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer une nouvelle commande qui est la commande git config, qui en elle-même ne fait rien. Voilà. Alors, point important, en général, quand vous tapez une commande et que cette commande n'existe pas ou a besoin de paramètres pour fonctionner, Git vous propose une sorte d'aide, une sorte de manuel. C'est pas vraiment la commande man de Linux, mais c'est presque ça. Bref, reprenons. Donc la commande git config. J'ai dit qu'en elle-même, elle ne faisait rien. Néanmoins, si je fais git config -list, j'obtiens la liste de toutes les propriétés définies, de toutes les propriétés Git qui sont définies. Alors, il faut savoir que avec Git, nous avons 3 types de propriétés. Plutôt devrais-je dire 3 types de droits de propriété. Nous avons les propriétés dites système. Donc, les propriétés système sont communes à tous les utilisateurs et à tous les repos. Ensuite, nous avons les propriétés dites globales. Pardon, je me suis trompé. Liste, désolé. Donc, nous avons les propriétés, je vais clear pour que ce soit un peu plus clair. Nous avons les propriétés dites globales. Donc, ce sont les propriétés qui vont être communes à tous les repositories d'un même utilisateur, donc du current user, en l'occurrence moi-même ici. Et pour finir, nous avons les propriétés de type local, qui elles ne valent que pour un repository bien défini. Alors, bien sûr, il y a également une notion d'héritage. Si la même propriété existe au niveau système et au niveau global, c'est évidemment la propriété définie au niveau global qui va écraser celle qui est définie au niveau système. Et pareillement, si une propriété existe au niveau local ainsi qu'au niveau global, c'est évidemment la propriété au niveau local qui va écraser la propriété au niveau global. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc je reprends l'exemple de mon répertoire WIP. On a vu qu'on avait fait jusqu'ici 2 commits. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon nom. D'accord ? Je vais changer mon nom, je vais faire git config. Donc on a vu que le nom c'était une propriété qui était définie au niveau global, global. Sauf que moi je ne vais pas la définir au niveau global, je vais la définir au niveau local. D'accord ? Et je vais faire comme ça, user.name, et je ne vais plus m'appeler décodeur, je vais m'appeler Toto. Voilà. Très bien. Donc si je retape ma commande git config -list, je m'aperçois que j'ai 2 fois la propriété user.name. D'accord ? Et si maintenant je fais un nouveau commit, quelque chose de très basique, par exemple, on va rajouter Toto 2 dans le fichier file 01. Voilà. On va committer cette modification. On va appeler ça test local name. Voilà. Très bien. Si maintenant j'affiche mon log, je m'aperçois que mon premier commit a bien été effectué par décodeur, le deuxième aussi. En revanche, le troisième a été effectué par Toto. Donc, nous avons surdéfini la propriété name
qu'on a défini au niveau global, on l'a redéfini au niveau local. Et on voit bien que c'est bien cette propriété qui est prise en compte. Et pour vous prouver qu'elle n'est prise en compte que au niveau local de ce repository, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau repository, à peu près pareil, on va dire local WIP, voilà, pourquoi pas. Comme précédemment, je vais faire du coup git init, voilà, à initialiser le repository en tant que repository git. Je vais créer un nouveau fichier, donc ce sera local file, voilà, local file, très bien. Je vais commiter ce fichier. Donc voilà, c'est ce que vous voulez comme titre. Donc test local commit. Voilà. Et si je fais mon git log, je m'aperçois que ça a bien été commité par décodeur et non pas par Toto, puisque Toto c'est uniquement sur l'autre repository, puisque c'est une propriété que j'ai surdéfinie au niveau local. Petite astuce, on va retourner au niveau de l'autre repository. Voilà. Donc, toutes ces propriétés ne tombent pas du ciel, évidemment, elles sont définies quelque part, et ce quelque part, on peut l'obtenir donc en tapant la commande suivante, donc git config toujours, -list, -show-origin. Voilà, nous avons donc la liste des fichiers de configuration des propriétés. Donc le premier fichier, donc c'est pour les propriétés système. Ensuite, on voit que tout cela c'est pour les propriétés globales, et nous avons donc ici les propriétés dites locales. Donc on a vu que je pouvais modifier une propriété en tapant une commande, mais je peux aussi très bien aller directement la modifier en modifiant le fichier. Donc par exemple, si je vais modifier ce fichier à la main, donc vi-git /config, voilà. J'ai la liste des propriétés définies dans ce repository, et donc si je veux, je peux très bien remplacer Toto par codeur, par exemple. Codeur, voilà. Donc si je fais un autre commit, enfin, de toute façon je peux très bien le voir comme ça, git config -list -local. Donc là on voit bien que mon username c'est devenu codeur et ce n'est plus Toto. Donc voilà, vous avez la possibilité de changer les propriétés soit en tapant une commande comme je l'ai fait tout à l'heure, soit en allant directement modifier les fichiers de configuration. Alors pour le moment, c'est bien gentil de modifier le nom d'utilisateur en local, ça n'a pas grand intérêt. Git offre la possibilité de customiser quasiment à l'infini l'utilisation que l'on va en faire. Et c'est ce que nous allons voir immédiatement. Pour pouvoir exploiter ces possibilités de customisation quasiment infinies proposées par Git, nous allons utiliser ce que l'on appelle les alias, qui sont en quelque sorte des raccourcis de commande. Donc, je vais retaper ma commande git config -global -list pour afficher les propriétés spécifiques à mon utilisateur. Voilà. Et je vais définir un alias sur la commande git status. Voilà, git status, ce que je trouve qui sert du coup à, comme vous le savez déjà, à afficher les modifications en cours d'un repository. Donc je trouve que cette commande est un petit peu longue à écrire et je voudrais pouvoir l'exécuter en tapant juste git st. Donc pour ce faire, je vais définir ça au niveau de l'utilisateur, donc au niveau global. Je tape la commande suivante, git config
moins moins global, d'accord? Et là, je vais taper alias point, st espace status. Voilà, pas de retour, mais c'est normal. Donc j'indique à Git que, heu, lorsque je tape st, Git va traduire ça en status. Donc si je tape git status, j'ai toujours, l'état, de mon repository, l'état des modifications en cours de mon repository, et si je tape git st, j'obtiens la même chose. Voilà. Donc on aurait pu imaginer par exemple d'autres commandes telles que, en général c'est ce que les gens font, hein. Par exemple git commit, c'est un peu long d'écrire commit, on écrit juste co. Donc voilà, ça remplace commit. Il y a, vraiment un nombre de possibilités quasiment infini. Après c'est chacun fait comme il l'entend. Là où ça va devenir intéressant par exemple, c'est pour ce qui est de la commande git log. Donc la commande git log, bon, bah, quand on fait git log, on a ça. Donc on voit qu'on a le SHA-1 du commit, l'auteur, la date, sous un format qui nous plaît pas forcément, et en dessous on a le message du commit. Alors si je voulais maintenant taper git log et je mets tout ça derrière. Donc ça c'est, une personnalisation de la commande git log. Cela aussi est possible. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens, un résultat qui me plaît ma foi beaucoup plus, qui est, sur une seule ligne, avec, un SHA-1 abrégé, avec une date qui me plaît un peu plus. Bon, la date c'est à peu près la même, mais c'est très bien. Sauf que cette commande, j'ai pas envie de la taper à chaque fois que j'ai besoin de connaître l'état de mon historisation. Donc pour ce faire, je peux faire pareil que pour la commande status ou la commande que la commande commit. Je fais git config global alias point, du coup, on va dire point .lg, d'accord? Point .lg, et je vais taper log avec tout ça. Tac. Ah, ah oui, pardon, je pense qu'il faut mettre ça entre guillemets, puisque c'est quand même, une commande assez longue. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc là ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc je vais juste taper maintenant git lg et normalement on devrait avoir ce qu'on a eu tout à l'heure, à savoir, le log sous un format qui est quand même beaucoup plus simple à lire. Voilà, voilà. Voilà, bien sûr, ce que je viens de vous montrer est surtout, une question de goût. Moi, j'aime bien avoir mon historique, présenté de la sorte. La personnalisation de la commande ditlog, c'est pareil, elle est quasiment infinie. Donc, le plus simple, ça reste encore de faire des recherches Google pour vous procurer, le format qui vous conviendrait le mieux. Donc, je vais vous montrer un autre exemple de commande customisable bien pratique. Donc, si on, voilà, je vais pouvoir profiter de ma commande, de mon raccourci récemment créé. Donc, ici, je fais git lg et j'aimerais connaître quels sont les fichiers affectés, enfin, quels sont les fichiers concernés par un commit. Donc, bien sûr, je peux utiliser la commande git show qui va juste me montrer l'intégralité des modifications apportées par un commit. Donc, quelque part, on pourrait se croire que c'est suffisant, mais moi, je veux juste avoir une liste des fichiers affectés par un commit. Donc ça me donne l'entièreté des modifications en elles-mêmes, présentées sous un certain format, mais moi, je voudrais uniquement connaître la liste des fichiers affectés par un commit. Donc, si je tape cette commande-là, cette fois-ci, je vais encore avoir besoin du log. Donc si je tape git suivi de diff tree nonocommit id name only -r de, alors 7 f 6 4 4 3 7, j'obtiens juste mon fichier file1 qui a été modifié par ce commit. Donc bien évidemment, je vais créer un alias pour cette commande. Donc même chose, git config global alias point, on va appeler ça
On va voir si on peut mettre des dash dans un alias. Show affected files. C'est pas l'alias le plus court auquel j'aurais pensé. Donc pareil, il faut que je mette des guillemets. Tac, voilà. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc si je reprends git show affected files de du coup toujours le même SHA-1 7f6 4437. J'obtiens bien la liste d'un seul fichier du coup et du coup ça a bien fonctionné. On peut vérifier avec les autres commits de la liste, mais je pense pas, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je vais essayer sans mettre le SHA-1 en entier. Voilà, des fois ça marche. Vous n'avez pas besoin. De toute façon, c'est déjà un SHA-1 tronqué, hein. Si on fait git log, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus long que ça. Donc, dès que git reconnaît votre SHA-1, vous pouvez vous en contenter. Donc, si je retape cette commande là, on voit bien que ça m'affiche la liste des 2 fichiers que j'ai modifiés. Voilà, voilà. Donc encore une fois, c'est aussi une question de goût et de besoin. Moi, je m'en sers surtout pour, bah, le log, afficher la liste des fichiers, pourquoi pas, tronquer un peu la longueur de certaines commandes. Par exemple, même cette commande-là, on pourrait trouver qu'elle est un peu trop longue, hein. Git config, moins global. Donc on pourrait avoir envie de moins liste, par exemple. On pourrait avoir envie de dire que ça, bah, finalement, c'est bien beau, mais on aurait plus envie de l'obtenir en une seule commande. Donc git config global alias point. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre point properties par exemple. User properties, ouais. Properties. Et là, on taperait du coup toujours entre guillemets, hein. Dès qu'il y a des espaces, il faut des guillemets. Config global liste. Je vais enlever le global parce que voilà, je veux toutes les listes, toutes mes propriétés. Voilà. Donc si je fais git properties, eh bien j'ai la liste de mes propriétés. Voilà, voilà. Donc, bah voilà, c'est un peu comme vous voulez, comme ce dont vous avez besoin. Si vous êtes amené à taper de façon récurrente une commande et que cette commande est assez longue, bah, n'hésitez pas à passer par les alias pour vous faciliter la vie. Voilà, c'est tout pour la customisation. Bien, maintenant que nous avons vu les bases de Git ainsi que toutes les possibilités qui sont offertes par la customisation, nous allons parler du système de branches et également de tags, mais surtout de branches fournies par Git. Et vous allez voir que si on compare avec SVN, c'est vraiment le jour et la nuit. Bien, sur SVN, pour créer une nouvelle branche, je ne sais même pas s'il y avait vraiment des branches, enfin pour créer une release, il fallait dupliquer l'intégralité du repository, ce qui prenait un temps fou, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Pour créer une release sur Git ou une branche, eh bien c'est assez simple. Donc là, je vais taper la commande git branch. Voilà. Ça nous dit que je suis sur la branche master. Donc, normalement, la commande exacte pour lister les branches, c'est git branch.zap. Donc là, on voit que je n'ai qu'une seule branche. Donc, je vais créer une branche. D'accord. Donc, je vais l'appeler, j'en sais pas moi, test branche par exemple. Donc, pour ce faire, je tape la commande git checkout-b test underscore branche. Et boum, ma branche est instantanément créée et je suis automatiquement rebasculé dessus. Donc ça, c'est quand même assez magique. Donc je vais faire un commit sur cette branche pour qu'on voit bien la différence entre cette branche et la master. Donc là, si je tape git branch, voilà, je vois que je suis sur la test branche et que qu'il existe aussi une branche master. Donc je vais faire echo branche
et que je vais mettre dans le fichier file, je sais pas moi, file 01 par exemple. Voilà. Donc git add -a. Donc ça vous connaissez. Git commit, enfin on va faire utiliser l'alias qu'on vient de créer juste précédemment. Git co -m. Du coup on va mettre test branche, pourquoi pas. Voilà, très bien. Donc on a créé, je vais clear pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, on a un nouveau commit qui a été fait sur test branche. Si je retourne sur la même master, bon, pour retourner sur la master, c'est simple, hein, soit vous tapez git checkout master, mais vous avez aussi la possibilité de retourner à la dernière branche sur laquelle vous étiez en tapant moins. Donc là, je suis reparti sur test branche. Si je refais ça, je repasse sur la branche master. C'est toujours bon à savoir puisque vous serez souvent amené à switcher d'une même branche à une autre. Donc si je refais mon git log, vous allez voir que je n'aurai pas le dernier commit, donc le 39b machin. Donc voilà, on voit bien qu'on ne l'a pas alors que sur l'autre on l'avait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc pour supprimer une branche, c'est assez simple. Git branche moins d est le nom de la branche, donc test branche en l'occurrence. Donc là, normalement, si tout se passe bien, Git va m'empêcher de supprimer ma branche. Voilà, il me dit la branche test branche n'est pas totalement fusionnée, blablabla. Blablabla. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire imposée par Git. Donc, parce que la branche n'a pas été mergée. Donc on va pas aborder les merges, hein. Dans ce chapitre, on va passer très rapidement sur les branches et les tags parce que pour tout ce qui est le reste, le merge, le rebase, etc., on verra ça dans la gestion du remote et dans les commandes avancées. Donc je ne peux pas supprimer ma branche sauf si je fais un grand D. Donc ça, c'est assez facile à faire. J'ai juste à faire ça, tac, et ma branche est supprimée. Voilà, si je tape git branche, je vois qu'il n'y a aucune branche. Pour créer une release, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas branche, c'est git tag 1.0 par exemple. Et voilà, mon tag est créé. Donc ma release est faite. Bon, bien sûr, là, c'est juste un exemple, hein. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça de générer une release, mais vu que là, c'est une release, on n'est que sur de l'écriture de texte, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Donc ça, on a vu que c'était très facile. Il y a quelques autres petites fonctionnalités proposées par Git. Je peux vous parler. Par exemple, si je recrée une nouvelle branche, git checkout-b, test branche 2. Voilà, donc j'ai créé la branche 2, je me suis mis dessus. Si je retourne sur la master et que je m'aperçois que finalement j'ai pas très envie que ma branche s'appelle test branche 2, je peux toujours la renommer. Donc, pardon. Git pour renommer, donc c'est ça, c'est git branche moins moins m, moins grand M, je crois. Donc test branche 2 que je vais renommer en test. Voilà. Donc si je fais git branche, j'ai plus de branche test branche, j'ai juste une branche test. Voilà. Donc pas grand chose de plus à savoir, sachant que on va bien sûr revenir en long, en large et en travers sur l'utilisation des branches, à la fois lors de la présentation de l'utilisation du remote et pour les commandes avancées. Donc, je pense que c'est suffisant pour une première petite présentation des branches. Bien, maintenant que nous avons vu comment fonctionnent les branches sous Git et on a vu que c'était assez facile, nous allons pouvoir aborder le remote. Et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, et même des utilisateurs plus ou moins aguerris de Git, le remote est une fonctionnalité fournie de base par Git. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des services externes tels que GitHub ou GitLab pour s'en servir. C'est néanmoins fortement recommandé pour tout un tas de raisons de facilité d'accès aux données et de sécurité. Néanmoins, ce n'est pas ce que nous allons faire ici. Donc on va apprendre à le faire
entre guillemets en local. Donc pour plus de clarté, je vais créer un nouveau répertoire WIP2. Voilà, WIP2. Et dans ce répertoire, je vais en créer 2 autres. Donc je vais créer mkdir local, voilà, et remote. Je vais d'abord aller dans mon répertoire local. Je vais le guider, hein, ça vous savez faire, vous faites juste git init et voilà, le répertoire est guidé. Et je vais faire un premier commit, juste histoire d'avoir un commit. Donc je vais touch test.txt, voilà, echo remote dans test.txt. Voilà, on va committer test.txt, donc pour ça je l'ajoute, ça vous savez déjà. Voilà, git commit, -m, premier commit. Voilà, tac. Donc voilà, j'ai mon premier commit. Et j'aimerais pouvoir partager ce commit avec d'autres utilisateurs. Donc pour ce faire, on va aller dans le répertoire remote. Donc c'est pour plus de facilité, le répertoire remote est directement sur mon disque dur, mais il aurait pu être sur un disque disque externe, sur un partage réseau, ça aurait pu être un GitHub, enfin peu importe. Donc je suis dans mon répertoire remote et on va l'initialiser aussi. On va faire git init, mais pas comme on a l'habitude de le faire. On va rajouter l'option -dir. Et cette option, elle sert à indiquer que ce répertoire, qui sera du coup un répertoire Git, va être un répertoire de partage. D'accord? Donc, je vais retourner dans mon répertoire Git local et je vais nettoyer tout ça. Je vais avoir besoin de... je vais refaire un git log, voilà. Git log, et on voit qu'on a un commit headmaster. Donc, je vais avoir besoin de rajouter un remote. Pour afficher mon remote, c'est git remote -v, et là, on peut voir qu'on n'en a pas. Donc, je vais ajouter le répertoire que j'ai créé en tant que répertoire shared comme étant mon remote. Donc, c'est la commande est la suivante, git remote add origin sans tiret, et je vais mettre remote. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai rajouté mon remote, donc mon répertoire que j'ai appelé remote, en tant que remote de mon répertoire local. Donc si je fais git remote -v, cette fois-ci, j'ai bien le répertoire remote qui est là en tant que push et fetch. Donc c'est très bien. Alors, je clear, donc je refais git log. Donc ce commit, j'aimerais le pusher sur mon remote. C'est l'équivalent du... En fait, Git fait en 2 temps Git fait bien en 2 temps ce que SVN fait mal en un seul temps. Quand on commit sur SVN, on a le commit qu'on a dans Git et automatiquement c'est envoyé au serveur. Alors pour Git c'est un petit peu différent, il faut d'abord committer en local, histoire d'historiser la modification, et après je peux synchroniser et l'envoyer au serveur. Donc pour ce faire, j'ai juste à taper git push normalement, mais là vous allez voir ça va pas fonctionner. Paf, ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de branche master sur mon origine. Et comme Git est vraiment un outil magique, il nous dit ce qu'il faut faire pour que ça puisse fonctionner. Donc git push -7-upstream origin master. Et là, ça y est, nous avons pushé nos modifications sur le répertoire distant. Donc si je fais git lg maintenant, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité, c'est que j'ai toujours headmaster, mais j'ai aussi origin master. Donc j'ai bien pushé mes modifications sur le repo distant. Je vais me mettre maintenant à la place d'un utilisateur qui souhaiterait récupérer ce code. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un nouveau répertoire. Donc on va l'appeler mkdir. On va l'appeler comment? On va l'appeler new user. Voilà, new user, très bien. Je vais dans new user. Et je voudrais récupérer le répertoire distant. Donc pour cela, je vais utiliser la commande git clone. Donc git clone, et je mets
Je suis où? Voilà, git clone remote. Très bien, c'est fait. Si je liste le contenu de mon répertoire, je m'aperçois que le remote a bien été cloné. Donc si je vais dans mon remote, voilà, et que je fais git lg, je retrouve bien le premier commit que j'ai fait tout à l'heure. Je vais en faire un deuxième, d'accord? Donc, je vais écrire echo commit 2, echo commit 2 dans mon fichier. Alors, je sais plus ce que c'est le nom de mon fichier, test.txt, voilà, tac. Donc, git commit -am, c'est pour faire le add et le commentaire de commit en même temps. Deuxième commit, voilà. On voit que ça a fonctionné. Je vais push également ces modifications. Voilà. Je fais mon git log. Je vois que le headmaster et le origin master sont au même endroit. Et si je retourne maintenant dans mon premier repository local, qu'est-ce que je vais voir? Attends, plutôt que de faire ça pour que ce soit plus clair, je vais nettoyer un peu tout ça et je vais refaire mon git log. Voilà. Donc je vais retourner dans mon répertoire d'origine. Voilà, je vais refaire un git log et je m'aperçois que je n'ai pas le deuxième commit. Donc pour le récupérer, c'est très simple, c'est la commande git pull. Alors je me souviens plus de l'équivalent de la commande git pull sur SVN, c'était peut-être synchronize ou je sais plus, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Et si je fais git log, je m'aperçois que j'ai bien récupéré mon deuxième commit. Voilà, voilà. Donc, bon, comme vous pouvez le voir, c'est assez facile et assez souple de travailler avec un repo distance sous Git. Bien sûr, dans la vraie vie, c'est pas ce que nous allons faire. On va évidemment utiliser des services externes tels que GitHub pour pouvoir synchroniser nos données. Néanmoins, c'est toujours bon de savoir qu'il est possible de le faire à la mano. Voilà, voilà. Bon, nous avons vu dans un premier temps les bases du Git. Nous avons ensuite abordé la partie personnalisation et customisation. Nous avons également évoqué le système de branches et nous venons de passer un moment pour comprendre le remote. Donc avec tous ces outils, avec toutes ces commandes, avec toutes ces façons de faire, vous avez de quoi utiliser Git de manière assez complète. Néanmoins, Git offre bien d'autres possibilités. Donc nous allons aborder ici quelques possibilités, quelques commandes et quelques outils un petit peu plus avancés de Git. Nous n'allons pas évidemment pas tous les aborder. Nous allons surtout parler de ceux que à titre personnel j'utilise dans ma vie de développeur tous les jours. Nous allons commencer par la commande stash. Alors, qu'est-ce que la commande stash? On pourrait résumer ça comme étant une sorte de tiroir dans lequel on va stocker des modifications qu'on a pu faire, qu'on n'a pas envie de committer, qu'on n'a pas forcément envie de pusher, mais qu'on a envie de retrouver plus tard. Donc, pour ce faire, on reprend le répertoire WIP, on est dessus, très bien. On clear, git lg, git st, voilà, on a nos commits, on n'a rien sur la branche. On va modifier un de nos fichiers, donc par exemple file2, on va écrire echo test stash test stash dans file2, voilà. Donc si je fais git st, je vois que je dois modifier stash. Et là, au final, j'ai plus envie de faire. On va afficher le fichier file2, voilà, file2. On voit qu'il y a bien test stash à la fin du fichier. Et là, en fait, j'ai plus besoin de faire cette modification pour le moment, parce que j'ai peut-être la nécessité de faire d'autres modifications sur repository, et je ne veux pas être embêté par les modifications que je viens d'apporter au fichier file2. Donc je vais tout simplement faire la commande git stash. Et là, si je refais git st, je n'ai plus rien qui est en cours de modification. Si j'affiche mon fichier file2, bon là pour le coup il sera vide, mais on voit bien qu'il n'y a pas la commande test stash dedans.
Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu la notion de tiroir. Donc on a mis on a mis du coup, la modification dans ce tiroir pour pouvoir s'en servir plus tard ou pas d'ailleurs. Donc on a le droit de faire, autant de stocker autant de modifications différentes dans ce tiroir. Par exemple, si je fais echo, test stash 2 et cette fois-ci dans, file 01 git st, je peux tout aussi bien stasher, ça également. Pour, afficher la liste, enfin l'état actuel de ce tiroir, git stash list, voilà, et on voit qu'on a, j'avais déjà utilisé la commande sans faire exprès un peu plus tôt, donc on a bien nos 2 modifications. Voilà. Donc si là, je n'ai rien, sur ma dans heu, comme modification sur ma branche, donc je vais maintenant récupérer le contenu de mon tiroir et ça se fait, en mode, hem, on récupère la dernière chose qu'on a stashée. Donc si je fais git stash, donc il y a 2 commandes. Il y a git stash pop, c'est celle qu'on va voir en premier. Donc c'est pour récupérer, le contenu de mon tiroir et le supprimer de ce même tiroir, d'accord? Donc voilà, on voit bien que c'est, le dernier fichier que j'avais modifié, c'était file 01, d'accord? Donc si je fais cat file 01, je vois bien ma modif test stash 2 et si je fais git stash, list, je n'ai plus que 2 choses, dans mon stash. D'accord. Donc, bah, je vais committer, cette 1re, récupération de mon tiroir, si j'ose dire. Git commit-am, hem, commit test stash, tac, voilà. Git lg, git st, on voit bien qu'il n'y a rien. Et cette fois-ci, je vais faire une petite variante. Je vais faire git stash apply. Et le apply, il va faire quasiment la même chose que le pop. Donc là, c'était l'avant-dernière chose que j'avais stockée dans mon tiroir. Donc si je fais, si je cat le file 2, je vais m'apercevoir que j'ai bien la ligne que j'avais stashée dans le tiroir. Donc la seule différence avec le apply et le pop, c'est que si je fais git stash list, eh bien, j'ai toujours, cette modification qui est dans mon tiroir. Donc en gros, c'est plutôt une sorte de copie. J'ai copié ce que j'avais dans mon tiroir vers ma branche locale. Donc voilà. Et c'est à peu près tout pour le stash. Il y a une dernière commande qui peut toujours être intéressante à savoir, c'est, comment nettoyer ce stash parce que très vite, c'est une commande dont on abuse, hein, avec Git, le Git stash. On pourrait faire autrement bien sûr, on pourrait créer des branches, committer des modifications sur les branches et s'en servir plus tard. C'est même d'ailleurs plus propre, mais la souplesse et la facilité, qu'on a à utiliser, la commande stash fait que, beaucoup de développeurs, dont moi, on l'utilise un petit peu tout le temps. Donc pour nettoyer l'intégralité de mon tiroir, je fais git stash clear et voilà. Normalement, si je fais git stash list, je n'ai plus rien dans mon tiroir. Donc voilà. Encore une fois, c'est vraiment une commande très pratique. N'hésitez pas à vous en servir, même si c'est quand même plus propre d'utiliser des branches. Mais ça offre vraiment, des possibilités de performance à Git qui sont non négligeables et moi, c'est une commande que j'utilise une dizaine de fois, si ce n'est plus, chaque jour. Voilà, voilà. Nous allons aborder maintenant 3 commandes qui permettent de modifier, notre commit, nos commits. Donc, nous allons voir les commandes revert, reset et amend. Si on devrait résumer, je dirais que le amend permet de modifier un commit pour y ajouter des modifications. Le revert permet de supprimer un commit mais en le gardant dans l'historisation. Quand le reset permet de
totalement supprimer toute trace d'un commit. Le reset permet aussi également d'autres choses, mais on va le voir uniquement dans ce cadre-là. Alors, donc, je me remets sur mon répertoire WIP. Donc, j'ai toujours mes commits, je n'ai rien comme modif, enfin, j'ai la modif qu'on avait juste précédemment. Donc, je vais committer, du coup cette modification. Donc, git commit -am. Donc, on va mettre test revert. Voilà. Donc, si je fais mon git log, je vois que mon dernier commit est le test revert. Et si je fais mon git st, je vois que j'ai plus de modifications d'en cours. Alors, maintenant, je m'aperçois que je ne voulais pas vraiment effectuer ce commit. Donc, je vais vouloir le retirer. Donc, pour ce faire, je vais faire git revert. Je vais prendre le SHA-1 de mon commit. Alors, d'abord, pour qu'on soit sûr de ce dont on parle, cat file 2. Donc, on voit que j'ai le contenu, j'ai le test stash que j'ai rajouté avec le commit. D'ailleurs, pour voir, pour voir toutes les lignes affectées par un commit, c'est simple. On a la commande git show, donc 25 DE9, je pense que ça suffit. Voilà. Donc on voit qu'on a rajouté cette ligne-là dans ce fichier-là. Donc maintenant, je ne veux plus de ce commit, d'accord? Je ne veux plus du dernier commit, le 25DE91E. J'ai envie de le supprimer. Je vais donc le revert, d'accord? Git revert. Voilà. Donc là, ça m'ouvre un invite en fonction de l'éditeur de texte qui est défini dans mon dans la conf globale ou locale de mon Git. Donc ça me convient comme message de commit. Voilà. Tac. Si je fais maintenant git lg, je m'aperçois que j'ai toujours mon test revert, le 25DE, et j'ai un nouveau commit qui est le revert test revert. Voilà. Donc si je fais git show 4 EE4, bon, je m'aperçois que j'ai supprimé la ligne test stash dans mon fichier file 2. Donc j'ai tout simplement retiré. Donc, le revert, on pourrait traduire ça par retirer mon commit. Maintenant, on va aborder une autre commande qui est un peu plus puissante, mais un peu plus risquée également, qui est le reset. Donc imaginons que maintenant, je ne veux pas de ce revert. Je veux retirer ce revert et je veux supprimer toute trace de ce revert. Eh bien, j'ai deux possibilités. Je vais faire un git reset head pour indiquer que je veux à partir du dernier de mes commits. Donc, je vais faire, je dois rentrer un caractère tilde pour et suivi d'un chiffre. Donc là, je vais mettre 1, plutôt je vais mettre 2, d'accord? Je vais mettre 2 et ça, c'est pour indiquer combien de commits à partir du head vous voulez supprimer, d'accord? Et je vais mettre hard, voilà, tac. Head est maintenant à 9933 machin. Donc head est maintenant ici, d'accord? Si je fais git st, je m'aperçois qu'il n'y a absolument plus rien, plus aucune modif sur ma branche. Donc j'ai totalement supprimé les 2 derniers commits que je venais de faire. Voilà. Donc évidemment, c'est une commande à utiliser avec parcimonie. Il y a une petite variante du git reset, du hard reset qui est le soft reset. Donc on va reprendre la même chose. On va faire echo test reset dans mon file 2. Voilà. Je vais committer ça. Git commit -am test reset. Voilà. Donc, plus rien. Et j'ai mon test reset qui est là. Vous voyez qu'il n'y a plus aucune notion des 2 commits précédents. Donc, je vais faire un soft reset. Donc, git reset. Toujours pareil, head, toujours le caractère tilde. Voilà.
Cette fois-ci, je vais mettre 1 et je vais faire -, soft. Si je fais git log, je m'aperçois que le test reset a disparu, mais en revanche, si je fais git st, je m'aperçois que j'ai toujours mes modifications qui ont été, le commit a été supprimé, mais les modifications sont prêtes à être committées. Si je veux désindexer, comme il dit, je n'ai qu'à faire, enfin, je suis pas obligé de faire ce qu'il dit, je vais faire git reset et normalement, elles sont maintenant en rouge. Je peux maintenant, si je veux, utiliser la commande qu'on a vue juste avant, git stash, et donc là, je n'ai plus du tout ces modifications-là, et ils sont dans ma liste de stash. Voilà, voilà. Donc, on a vu les deux variantes du reset. Il y a d'autres façons d'utiliser le reset, mais en gros, si vous voulez supprimer toute trace d'un commit, faut utiliser le reset. Si vous voulez juste supprimer un commit tout en gardant l'historisation, on utilise le revert. C'est quelque chose qui est beaucoup plus, le revert est beaucoup plus utilisé que le reset, parce que le use case de base du revert, c'est par exemple, on a fait un commit, on a développé une fonctionnalité. Cette fonctionnalité n'était pas prête, donc on veut s'en affranchir pour le moment, mais bien sûr on veut garder le code à disposition. Donc on fait un git revert. Le code est parti. On peut faire ce qu'on veut, on peut release, on peut faire ce qu'on veut. Et une fois que le code sera mature, parce que j'en sais rien, il dépendait d'un autre code, ou alors il dépendait d'une version de la base de données, ou peu importe, et on peut le remettre, on peut revert le revert en fait. Donc voilà, le reset est quasi définitif. Alors, il y a une dernière commande qui est assez intéressante, donc je vais faire git stash pop, voilà, pour récupérer la modif que j'ai fait juste avant. Donc on va faire git commit -am test amend, parce que c'est le amend qu'on va faire, qu'on va tester, donc amend avec 2 M, je crois. Voilà. Donc si je fais git st, j'ai plus rien, git lg, j'ai un nouveau commit, le test amend. Si je fais git show, alors c'est 6a1e, on va voir si ça suffit. Oui, ça suffit. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est ce commit, donc le commit 6AE1, le dernier, mais en fait, je veux lui ajouter une autre modification. Par exemple, si j'étais dans le cadre d'un développement, je voudrais par exemple lui rajouter les tests unitaires. Donc je vais ajouter quelque chose, hein, test amend, qu'on va mettre dans file 01 par exemple. Voilà. Et je vais ajouter ça à ma liste des choses à committer. Et plutôt que de faire un commit, je vais faire un amend. Donc git commit -, amend. Pardon, donc c'est avec un seul M, amend. Autant pour moi. Voilà. Donc j'ai à peu près la même chose que j'ai eu tout à l'heure avec le revert. Ça me convient parfaitement. Je vais laisser test amend. Voilà. Si je fais mon git st, bien sûr, je n'ai plus rien. Si je fais mon git lg, j'aurais dû garder l'historisation, mais c'est pas grave. Avant, j'avais un 6 quelque chose. Maintenant, j'ai 7 f1 machin. Donc, on a changé l'histoire, d'accord? On a remplacé un commit par un autre. Et si je fais un git show de ce commit, on va s'apercevoir que j'ai bien la fusion en quelque sorte des deux commits précédents. Donc je vais bien avoir mes deux fichiers qui ont été modifiés. Je peux faire, alors je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que c'était show affected files. Ouais, show affected files de donc 7 f 19, voilà. Donc voilà, on a bien ces deux fichiers-là qui ont été modifiés par un seul commit, alors qu'on avait fait un premier commit, on avait rajouté des modifications qu'on avait incorporées dans ce même commit. Donc voilà, ces trois petites commandes, revert, reset, amend, tout le monde ne les utilise pas forcément.
sauf le revert. Le revert, tout le monde l'utilise, mais le reset et le amend, les gens sont plutôt un peu, friables pour l'utiliser, mais pourtant elles permettent, vraiment, de faire des choses, assez pratiques. Donc je vous dis pas qu'il faut les utiliser tout le temps, mais en tout cas, c'est bon à savoir, qu'elles existent et c'est bon de savoir également, comment les utiliser. Nous allons maintenant pousser, Git un peu plus dans ses retranchements en attaquant les quelques commandes avancées relatives au travail, sur différentes branches. Donc il existe plein de commandes, plein de façons de faire, mais pour ma part, je vais vous montrer les commandes suivantes. Je vais vous montrer le cherry pick, le merge, le rebase et le squash. Donc, on va commencer par le plus simple, le cherry pick. Donc, je reprends mon répertoire WIP, donc j'ai rien dedans. J'ai mon log qui est au test amend. Donc, je vais créer une branche. Je vais l'appeler git, donc, toujours checkout-b hein, pour créer une branche. Git checkout-b. Et du coup, je vais l'appeler test chéri. Voilà. Test chéri. Très bien. Donc je me mets automatiquement sur la branche. J'ai le même log que sur la branche master pour le moment. Et je vais faire... j'ai créé un troisième fichier, tiens. Touch. Je suis même pas obligé de le créer comme ça. Je vais juste faire echo test cherry pick dans file 03. Voilà. Très bien. Donc git st, donc c'est un nouveau fichier, donc je peux pas faire un git commit am, il faut que je l'add d'abord, git add file 03. Voilà. Donc git commit -am, le a ne sert à rien, je vais l'enlever. On va appeler ça futur cherry pick. D'accord. Cherry pick, très bien. Voilà, donc si je nettoie tout ça, je fais git lg, donc j'ai le nouveau commit, le futur cherry pick. Si je retourne sur la branche master, eh bien je ne vais pas l'avoir. Voilà, test amend, donc c'est le dernier commit, c'est ça. Il y a une commande assez pratique, c'est le git merge base qui permet d'avoir le dénominateur commun le plus proche entre deux branches. Donc là, par exemple, si je fais master et comment j'ai appelé ma branche, euh, test chéri, je crois. Ouais, c'est ça. Test underscore chéri. J'ai le commit setf machin qui est du coup le commit le plus récent sur la branche master, mais l'avant-dernier commit sur la branche test chéri. Donc maintenant que je suis sur la branche master, donc, voilà, j'ai envie de récupérer ce commit, le commit setf, etc., qui est sur la branche test chéri. Et pour ce faire, je vais faire un cherry pick. Donc le cherry pick, c'est la commande la plus simple pour récupérer un commit, puisque ça marche de la façon suivante. Git cherry pick. Et là, on met le SHA-1 du commit. Donc 336 2, 5, je pense que ça suffira. Voilà. Donc là, il me dit qu'il l'a bien récupéré. Donc si je fais git lg, surprise, j'ai bien le feature cherry pick, d'accord, mais pas avec le même SHA-1. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. En fait, c'est une sorte de duplication de commit qu'on a créé depuis le commit déjà existant. Donc pareil, hein, si je refais la commande git merge base, je vais toujours avoir le commit setf machin. Mais en tout cas, le contenu du commit, donc si je fais là je me perds un peu là, git branche, je suis sur la branche master, git lg, donc si je fais git show 92 ec, je vois bien que le contenu de mon commit que j'avais fait sur la branche test chéri a été rapatrié sur ma branche master. Voilà. Donc ça, c'était la première façon de faire. Donc c'est le cherry pick. On va aborder maintenant le merge. Le merge qui existe à peu près également sur SVN, sauf qu'il n'est pas vraiment utilisé de la même façon. Donc
pareil que pour le cherry pick, je vais créer une nouvelle branche, donc git checkout, checkout-b. On va appeler ça test merge. Voilà. Donc je me suis mis sur la nouvelle branche. Je vais modifier le fichier que je viens de créer, c'est ce qui est le plus simple encore. Donc echo future merge dans file 03. Voilà, très bien. Clear. Voilà. Donc là, je crois que j'ai fait une bêtise. Non. Voilà. Donc on a ce fichier, donc on va le committer, d'accord. Donc là, on peut faire le AM puisque le fichier, il existait déjà, Git avait déjà sa connaissance. On va mettre future merge. Voilà. Donc là, je nettoie ça, git lg. Donc là, je m'aperçois que mon commit a été mis en premier dans ma liste de commits, c'est bien normal. Il n'existe pas sur la branche master, git lg. Donc, je vais faire ce qu'on fait dans n'importe quel autre système de gestion de versionning, je vais le merger, je vais faire git. Sauf que là, j'ai pas besoin de. En fait, là, avec le cherry pick, je récupérais un commit bien particulier. Là, je vais récupérer l'intégralité d'une branche, d'accord. Donc, je vais faire git merge le nom de ma branche, donc qui est du coup test merge. Voilà. Et là, à la différence du cherry pick, on a bien le même SHA-1, d'accord. Donc on n'a pas réécrit l'histoire, donc on a le même SHA-1 pour cette modification, pour le commit future merge sur les branches master et sur les branches test merge. Voilà. Alors là, c'était le cas de base. Donc on avait un développement à faire, on l'a fait sur une branche dédiée, d'accord. Et entre temps, la master n'a pas évolué, donc on a pu la merge. Et tout s'est fait directement. On a gardé le même euh, le même SHA-1. Maintenant, la branche master peut évoluer pendant que nous on fait notre développement. Donc, je vais supprimer ma branche test merge, d'accord. Git branche. Je suis obligé de faire un moins grand D. Hein. Non, je suis pas obligé de faire de moins grand D. Donc normalement, vu que je l'ai mergé, donc là normalement c'est censé fonctionner. Voilà, c'est fonctionné, ça a fonctionné. Si je l'avais pas mergé, Git m'aurait empêché de la supprimer. Donc, on va faire une nouvelle branche, git checkout -b, on va appeler test test merge 2. Voilà, très bien. Je suis sur test merge 2. Donc là, je vais faire echo merge with master update pour voilà, je vais mettre ça dans file 01 par exemple. Très bien. Donc là, voilà, mettons à la place d'un développeur. Là, je viens de créer ma branche, je viens de travailler sur une fonctionnalité. Je retourne sur ma branche, je vais peut-être commit d'abord quand même. Git commit -am. En fait, j'aurais même pas pu partir, je pense. Git m'aurait empêché de partir. Quand on a des modifications, Git normalement nous empêche de partir de la branche. Bon, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tant pis, je vous ai menti. Voilà, je retourne sur ma branche test merge 2. Donc, je vais committer mes modifications, commit -am. On va appeler ça future on branch merge 2. Voilà. Et maintenant, je retourne sur ma branche master parce que j'ai un autre fixe à faire, un autre développement à faire ou un
comment dire, où un autre collaborateur a fait quelque chose d'autre. Donc je vais faire echo work on master dans le fichier file 03. Voilà. Git commit -am work on master. Très bien. Clear. Si je fais un git log, je n'ai pas de trace des modifs que j'ai apportés sur ma branche test merge 2. Voilà, on voit que le feature on branch merge 2, je ne l'ai pas, alors que je l'ai alors que j'ai un work on master sur la master. Donc, je retourne sur la master. Maintenant, je vais merger ce commit, donc le feature on branch merge 2, en mergeant la branche. Encore une fois, donc git merge test merge 2. Voilà, donc un peu comme on avait vu précédemment, je vais avoir un commit de merge. Tac. Et là, si je fais un git log, voilà ce qui est apparu. On voit bien notre commit work on master qui est là. On voit bien la branche qui a divergé, la branche test merge 2, feature on branch merge 2, et on voit bien que on l'a rapatrié sur la branche master. Voilà. Donc voilà comment fonctionne le merge avec Git. Et c'est bien, mais on va voir qu'il y a un moyen de faire encore mieux avec la commande rebase. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour comprendre cette commande, on va commencer un petit peu en faisant la même chose que pour vous expliquer le merge. Donc, je suis sur ma branche master, d'accord. Donc, je vais créer une branche test rebase. Donc, git checkout -b test underscore rebase. Très bien. Donc, basculement sur la nouvelle branche, test rebase. Ok, donc je vais faire exactement la même chose qu'on a fait juste avant pour vous expliquer merge. On va faire une modification sur cette branche. Donc, on va faire echo future rebase dans, par exemple, file 01. File 01, voilà, très bien. Donc, on va committer notre modification. Donc git commit -am, toujours, future rebase. Voilà, très bien. Et on va faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait juste avant pour le merge. On va retourner sur la master et on va faire un commit. Donc on va faire echo, je sais pas, echo work on master 2 qu'on va mettre dans file 2 par exemple. Voilà. Donc on va faire git commit -am work on master 2. Très bien. Non, j'ai mis Z, il faut mettre 2. Super. Donc, si je nettoie un peu tout ça et que je fais un git log, bon bah voilà, on avait la branche qu'on a mergée juste avant, et là on est reparti du coup sur un nouveau processus. Voilà. Et si je vais sur git checkout sur ma branche test rebase, que je fais un git log, je m'aperçois évidemment que c'est la même chose, tout est pareil jusqu'à ce commit là, le AAC machin, et que on a cette fonctionnalité là en plus. Regardez maintenant ce que je vais faire. Plutôt que d'aller sur la master et de faire directement un merge de ma branche, je vais rebase la branche master sur ma branche test rebase, et regardez ce que ça va donner. Donc git rebase master. Voilà. Donc rebase est mise à jour, blablabla. Si je refais un git log, je m'aperçois que le développement que j'avais fait sur ma branche master se retrouve du coup avant le développement que j'ai fait sur ma branche rebase. Et donc, en plus, très important, avec un SHA-1 identique, le 50 DCA, pareil ici, 50 DCA. Donc, si je retourne sur ma branche master,
je pense que vous avez deviné ce que je vais faire. Je vais faire un git merge de ma branche test rebase et je n'aurai pas de commit de merge. Voilà. Fast forward, si je fais un git log, je m'aperçois aussi que la trace qu'on a pu avoir quand on a fait le merge simple, je ne l'ai pas en fait. J'ai juste le commit qui a été effectué sur la branche test rebase qui apparaît comme n'importe quel autre commit effectué sur la branche master. Beaucoup de gens ont peur du rebase parce qu'ils ne le comprennent pas. Moi, je suis vraiment, vraiment très fan de cette commande et j'estime que c'est comme ça que Git devrait fonctionner. J'estime que c'est cette utilisation-là qu'il faudrait faire des branches. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que que tel commit a été fait sur telle branche. Pour moi, le commentaire de commit est amplement suffisant pour savoir ce que fait un commit, les modifications qu'apporte un commit. Donc voilà. Moi, j'adore avoir un historique linéaire comme on peut l'avoir là, plutôt qu'un historique avec des branches. Bon, là, il y a qu'une seule branche, mais il faut savoir que sur un même projet, il y a plusieurs développeurs qui bossent en même temps, et très vite, ça va dans tous les sens. Donc moi, je pense que la branche master, elle devrait être le plus clean possible, avec un historique le plus linéaire possible. Et pareillement, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir quelles sont les différentes étapes de développement d'une fonctionnalité. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant avec un petit supplément à la commande rebase qui est le squash. Alors, quelle est la fonction du squash? Eh bien, c'est assez simple. Pour résumer, pour moi, le squash sert à fusionner plusieurs commits en un seul. Donc, on va reprendre nos exemples comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc, git branch. Ah, je suis sur la master, je vais créer une branche test squash. Git checkout -b test underscore squash. Voilà. Voilà, j'ai fait une faute de frappe, mais comme Git est très fort, il savait que je voulais faire un checkout. C'est parfait. Donc je suis sur ma branche test squash, ça, ok. Je vais faire 3 commits. 3 commits, donc je vais procéder comme ça. Echo future squash que je vais envoyer dans file 2 par exemple. Voilà. Donc on va faire un petit commit. -am. On va dire future squash. Voilà. Je vais faire autre chose, comme on va reprendre un petit peu le développement classique d'une fonctionnalité. Donc quand on est sur une branche, on a tendance à développer la fonctionnalité. Parfois, on oublie, par exemple, les tests unitaires. Donc je vais rajouter les tests unitaires. Echo add unit tests dans file 2. Ok. Bon, bah, je refais un commit. Et manque de bol, il y avait un bug, donc on va maintenant fixer le bug. Donc voilà, bug fixe, on commit. Voilà, et je me retrouve avec un historique assez sale, parce que la seule chose que je voudrais, la seule information qui m'est pertinente, c'est que j'ai développé la fonctionnalité Squash, et à terme, ça ne m'intéressera pas de savoir que j'ai ajouté des unit tests et que j'ai fixé des bugs. Alors, du coup, pour pouvoir avoir un historique plus lisible, je vais garder que ce commit-là en fusionnant les deux précédents, ou plutôt les deux postérieurs, à ce commit-là. Donc pour ce faire, je ne vais pas faire de commande squash, je vais faire un rebase interactif. Git rebase -z head. Donc ça, c'est le head comme on le faisait pour le reset. Et je vais mettre 3.
Donc c'est les 3 commits que je veux, fusionner. Donc les 2 premiers dans le dernier. Alors voilà, ça m'ouvre, un invite, d'accord? Alors, on peut voir que les commits sont dans l'ordre du plus, ancien au plus récent et ça tombe bien puisque moi je veux garder uniquement le plus ancien. Donc pour virer les autres, je vais vous pouvez lire ce qui a marqué en dessous, hein, donc pick, reward, edit, squash, fix up. Donc moi je vais remplacer pick par squash pour ces 2 commits. Voilà. Ouh j'ai fait une erreur une faute de frappe. Une seconde, voilà. Squash. Pareil pour celui-là. Voilà. Je sors de mon VIM en sauvegardant, bien sûr. Et il y a un autre invite qui s'ouvre. Et là, le plus simple à faire, si vous voulez garder que comme commentaire de commit future squash, donc ce que vous avez mis à la base, supprimez tout simplement tout le reste. Voilà, bon, c'est un petit peu long à faire, mais comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Voilà. On sauvegarde. On quitte VIM. Et voilà. One file change, blablabla, rebasage et mise à jour, blablabla. Donc si je refais mon git log, je m'aperçois que les 3 commits qui étaient là, Future Squash, Add Unit Test, Bug Fix, et se sont transformés en un seul qui est Future Squash. Et naturellement, je peux maintenant retourner sur ma branche master et du coup le merger en fast forward. Voilà. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc on a vu un peu à quoi servait le squash. Donc à partir de ces dernières commandes qu'on a vues, donc le merge, le rebase et le squash, vous êtes vraiment armé pour gérer un même projet à plusieurs, sans vous marcher dessus et en gardant une historisation vraiment très 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 linéaire et donc très lisible. Bon, eh bien, nous arrivons à la fin de ce cours de Git. Je vais vous montrer une dernière fonctionnalité qui, cette fois-ci, n'est pas une commande, contrairement aux fonctionnalités précédentes. Il s'agit du gitignore. Alors, qu'est-ce que le gitignore? Le gitignore, il est là pour nous permettre de ne pas traquer certains fichiers, de rendre certains fichiers invisibles pour Git. Alors, quelle est l'utilité de cette opération? Elles sont multiples, comme je l'ai dit précédemment. Par exemple, si vous êtes sur un projet Java, vous n'avez pas forcément envie de committer vos classes parce qu'elles n'auront aucun intérêt. Et en plus, en fonction de la JDK utilisée par vous ou vos collègues ou de l'environnement de travail, ces fichiers pourraient être différents. Vous n'avez pas non plus forcément eu envie de committer des fichiers propres à votre poste de travail qui pourraient différer chez votre collègue, par exemple. Alors, pour utiliser le gitignore, c'est très simple. Je vais créer un fichier gitignore, tout simplement. Donc, touch.gitignore. Voilà. Donc, je vais me mettre dans le contexte Java. Donc, dans Java, les points classes, si on utilise Maven, ils sont stockés dans un répertoire target. Enfin, pas exactement sous le répertoire target, mais il y a un répertoire target dans la reconnaissance. Donc, je vais faire mkdir target et je vais mettre un point classe dans ce target. Donc, touch target euh, random class point classe. Voilà, très bien. Donc si je fais un git status, je m'aperçois que évidemment il voit le git ignore, mais il voit aussi le répertoire target. Et je vais créer également un fichier .iml. Donc iml c'est les suffixes pour les fichiers de conf de IntelliJ. Donc voilà, je vais touch current repo.iml. Voilà. Donc si je fais git status,
je vois que il y a mon git ignore, mon current repo.iml et l'intégralité de mon répertoire target qui sont vus comme nouvelles modifications par Git. Pour que Git puisse les ignorer, je vais tout simplement éditer mon fichier git ignore. Alors, on va commencer par ce qu'il y a dans Target. Donc, c'est assez simple en fait. Il faut que vous écriviez soit une expression complète, soit une expression régulière d'un fichier ou d'un type de fichier ou d'un répertoire que vous voulez ignorer. Donc, en l'occurrence, on va commencer par Target. Voilà. Et je vais faire ./ étoile. Je sauvegarde. WQ. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? WQ et je m'en vais. Voilà. Si je fais git status, je m'aperçois que Git ne voit plus le contenu du répertoire target. De la même façon, on va éditer le git ignore pour ne plus voir les fichiers .iml. Voilà. Donc je vais faire étoile.iml. Et je refais git status. Et voilà, Git ne voit plus les fichiers .iml. Alors évidemment, ce fichier est très souple. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez dedans, des regex très compliqués. C'est néanmoins pas ce que je vous conseille. Essayez de rester simple et en général, l'utilisation qu'on en fait, c'est pour les utilisations que je vous ai déjà évoquées au-dessus. Donc tous les fichiers qui n'ont pas d'intérêt à être traqués et ce qui correspond à la config personnelle de chaque utilisateur. Voilà, c'est tout. Et bien voilà, ce cours sur Git est désormais terminé. Nous avons vu pas mal de choses, nous avons vu les bases, nous avons vu les branches, nous avons vu la customisation, quelques commandes avancées. Donc si vous avez apprécié ce cours, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Si vous avez des questions à me poser ou des remarques à apporter ou autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et si j'ai le temps, et j'aurai sans doute le temps, j'y répondrai avec grand plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne l'êtes pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu de toutes les publications que je vais faire. Cette chaîne sera basée sur le coding, sur ce qui tourne autour du coding et sur l'informatique de manière générale. Merci encore une fois et à bientôt.